Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. À 72 heures de la fermeture de la campagne électorale, la problématique de la coalition de l'opposition appelée à participer au scrutin de dimanche prochain se pose toujours dans la presse. Ceci à l'effet de trouver un candidat pour affronter Paul Biya, président sortant et investi par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Au même moment, alors que les deux régions anglophones du pays restent en crise et font face, depuis le déclenchement des hostilités entre les forces de sécurité et de défense et les séparatistes, à un mouvement massif des populations vers les zones moins dangereuses. La participation de cette population déplacée au scrutin du 7 octobre reste une énigme. Présidentielle 2018, les déplacés à la charge des candidats pour accomplir leur devoir de citoyens le 7 octobre. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Présidentielle 2018, le vote des déplacés du nord-ouest et du sud-ouest en question, c'est le fait du jour, madame, monsieur. Pour en parler, je suis avec Wilfried Kanga, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à nos fidèles téléspectateurs de Equinox TV. Voilà, vous êtes un cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et merci. Je ne suis pas un cadre, je suis un acteur qui a décidé de consacrer ses forces à ce qu'on appelle le changement réel. Et c'est dans cette optique que j'invite aussi tout Camerounais sérieux et désireux de voir une nouvelle perspective, un nouveau pays, une nouvelle façon de voir le développement, à faire pareil. Ok. Donc vous soutenez le candidat Maurice Kamto du MRC. Merci. Absolument. Voilà. Sur ce plateau, Hiram Iodi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Serge Alain. Voilà, vous êtes membre du mouvement Nao, mais de manière plus large, de la Nouvelle République, la plateforme Nouvelle République, qui soutient la candidature du bâtonnier à Keremouna. Bienvenue sur le plateau. Merci. Sur ce plateau également, Alain Dipou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain et heureux de vous retrouver sur ce plateau. Voilà, vous êtes journaliste, mais surtout conseiller du directeur de la publication quotidien Le Messager. Ça n'a pas changé pour l'instant. Voilà, sur ce plateau, pour défendre les couleurs de son champion, lui c'est André Luther Meka. On vous voit avec Paul Biya, il vous colle à la peau. Disons que c'est le véritable champion. Moi, j'ai décidé d'interdire aux journalistes d'appeler les autres champions parce qu'ils n'ont jamais rien gagné. Le président Paul Biya a gagné la presqu'île de Bakassi. Le président Paul Biya est en train de gagner la guerre contre Boko Haram. Le président Paul Biya a permis à ce qu'il y ait un rayonnement mondial des Camerounais. Issa Hayatou a été, n'est-ce pas, un grand président à la CAF. Nous avons un président de la Commission de l'Union africaine, M. Kodondang. Nous avons des Camerounais qui rayonnent sur le plan international. Cela démontre que le président Paul Biya est un véritable champion. Qu'on arrête d'appeler les autres champions, parce que quand on appelle un leader champion, ça veut dire qu'il a gagné des trophées. Et je ne sais pas si les autres ont pu gagner des trophées. Tout ce qu'ils ont pu gagner, c'est de vendre des illusions, de pouvoir, n'est-ce pas, enrôler des jeunes pour des vents à moulin. Et je crois que les Camerounais aujourd'hui ont déjà cette maturité de constater que le président Paul Biya est le meilleur candidat. La dernière en date, vous avez vu, c'est le président de la CAF, M. Ahmad Ahmad, qui est venu taire les rumeurs et qui a dit que la CAN se jouera au Cameroun. Et Samuel Etefouis également, qui est l'un des plus grands buteurs du siècle au Cameroun, a dit soutenir le président Paul Biya. C'est pour vous dire que la force de l'expérience, c'est une force qui s'impose au-delà, n'est-ce pas, des ennemis, au-delà des intérêts. C'est une force qui s'impose au Cameroun et dans le monde. Merci pour cette entrée. Je vous rappelle que je n'ai pas appelé les autres champions. Hein. Je suis arrêté sur votre. Ok. Ça me rassure. Ça me rassure. Oui, mais ça n'empêche, hein, ils sont des champions. C'était un pavé dans la mare. Oui, voilà. Champion de quoi? Hiram Iodi, il y a cette nouvelle qui fait le tour des chaumières et les CAM qui demandent aux partis politiques, c'est-à-dire aux candidats engagés, vous êtes 8 plus 1, président Biya, de vous occuper du transport de vos électeurs, des électeurs. Comment vous comprenez ça? Alors, j'attends que l'information soit rendue officielle. Ce sera un contresens total. C'est bien à l'État et aux organismes en charge des questions électorales et référendaires de s'assurer des conditions idoines pour que les Camerounais, les citoyens camerounais puissent exercer leur droit de vote.
il ne revient pas au candidat d'assumer quelconque charge dans ce sens. Nous espérons que ce soit un fake news ou un pavé lancé dans la mare et que dans les toutes prochaines heures, cette information sera clarifiée. Le gouvernement en place a dit avoir pris les mesures nécessaires pour que le vote se passe dans les meilleures des conditions dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, même quand on constate que la situation sécuritaire ne permettra pas que cela soit fait. Donc c'est véritablement à eux de prendre des dispositions. Imam, je reste avec vous. Vous avez le candidat Keremouna s'est rendu la semaine dernière à Limbé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a eu un meeting qui a un tout petit peu été perturbé, notamment la grande majorité de nos militants et sympathisants qui partaient de Moutenguene pour rejoindre Limbé ont été intimidés par certaines factions sécessionnistes pour ne pas pouvoir se rendre au meeting. Donc finalement, quand vous dites certaines factions, il y a d'autres qui étaient pour que le meeting se tienne? Non, certaines factions, j'imagine bien que toutes les factions ne sont pas présentes à Moutenguene. Et donc, un meeting où on attendait plusieurs centaines de personnes, on l'a finalement tenu avec une quarantaine de personnes. Alain Djipo, on va revenir sur cette information. Le président du conseil électoral, Eno Abraham Egbe, qui demande aux candidats à la formation de s'occuper des électeurs pour accomplir leur devoir de citoyen le 7. Je crois tout simplement que nulle part dans la loi électorale on fait mention des déplacés qui devraient aller dans l'isoloir et procéder à l'élection du futur président de la République. Donc la loi électorale est assez claire, les déplacés ne votent pas. Bon, maintenant, s'il faut que l'ECAM, par la voix du président du conseil de l'ECAM, imagine des raccourcis, imagine des subterfuges pour amener ces Camerounais qui sont déplacés à venir satisfaire à leur devoir de citoyen. Je pense que n'étant pas inscrit, ça pose beaucoup de problèmes. La loi est claire, ceux qui doivent voter, c'est ceux qui sont inscrits sur une liste électorale. J'ai la faiblesse de penser que tous les déplacés, il faut bien le préciser, il s'agit des personnes qui fuient, il faut le dire comme ça, la crise socio-politique qui secoue. Mais qui étaient régulièrement inscrites à partir de leur lieu de résidence. Ça veut dire qu'il faut procéder au cas par cas. Parce que quand on dit les déplacés, ça englobe tout le monde. Tous ceux qui, effectivement, se sont déplacés des régions du sud-ouest et du nord-ouest pour trouver refuge ailleurs, pour trouver un abri de sécurité ailleurs. Alors, dans ce melting pot, il y en a qui sont inscrits. En principe, ceux-là ne devraient pas avoir de problèmes pour voter. Parce qu'il suffit justement qu'ils reviennent à leur base originelle. Mais vous avez parlé du contexte sécuritaire. Évidemment. C'est là le problème. Parce que vous comprenez, entre les lignes, quand je parle, ça signifie que pour qu'il y ait des opérations électorales dans cette partie-là, il faut qu'il y ait bien un cessez-le-feu. Il faudrait bien que la puissance publique s'interpose pour permettre aux Camerounais, n'est-ce pas, d'aller librement voter. Donc, et je crois les autorités politiques et administratives de ce pays nous ont donné des assurances dans ce sens que tous les moyens seront mis en œuvre pour que le vote se passe de ce côté. Que ce n'est pas, c'est quasiment un secret polichinelle que de dire qu'il y aura élection là-bas. Bon, maintenant, est-ce que ceux qui tiennent à partitionner le pays vont accorder un moment de répit pour que finalement la nation toute entière soit concernée par l'échéance du dimanche 7 octobre. Ça, c'est la question qui mérite d'être posée. Je pense que ce serait aussi faire preuve de naïveté que de croire que ces gens-là vont baisser un tout petit peu la garde pour permettre le déroulement normal des opérations électorales. Alors, comme pour dire que c'est une manière simple d'inviter ceux qui ont la charge, n'est-ce pas, de veiller à la sécurité, de veiller sur la sécurité des personnes et des biens dans ce pays, de multiplier, pas des assauts, mais plutôt des stratégies pour pouvoir assurer un minimum de sécurité à tous ceux qui voudraient bien aller au vote. Voilà. André Luther Meka, le ministre Paul Atangandi, lors de la dernière conférence avec les gouverneurs, a promis
un certain nombre d'éléments pour assurer la sécurité des peuples. Mais on constate que jusqu'ici, la situation va de mal en pire. Non, disons est-ce que le 7 octobre, la sécurité est assurée et je crois que le directeur général de l'ECAM a dit que tout est fin prêt à 95%. Mais il est important de savoir que nul ne peut voter s'il n'est pas inscrit dans un bureau de vote. Et je crois qu'il avait été préconisé que ceux qui veulent effectivement voter dans les lieux où ils sont, qu'ils puissent, n'est-ce pas, faire des transferts. Parce qu'on ne peut pas voter dans les lieux où ils sont. Donc il faudrait qu'ils se déplacent pour aller voter, n'est-ce pas, dans leur lieu de résidence. Et il faut dire que c'est un problème qui va au-delà même, n'est-ce pas, des déplacés. Vous savez, il y a des Camerounais qui sont affectés dans des zones où ils ne sont pas inscrits. Et ces Camerounais-là doivent voter. Ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent, n'est-ce pas, chez eux pour pouvoir voter. La particularité aujourd'hui, c'est que je comprends très bien qu'il y a une ferveur, il y a une envie que ces Camerounais qui ont été déstabilisés par, n'est-ce pas, les sécessionnistes puissent voter. Mais je crois que le directeur général de l'ECAM a été tout à fait intéressant lorsqu'il demande aux partis politiques de s'impliquer. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si l'ECAM s'implique... Le président du conseil électoral. Et le président du conseil électoral. Oui, voilà. Si l'ECAM s'implique, cela veut dire effectivement qu'il y a quelque chose en dessous. Et vous imaginez que l'ECAM met un dispositif, met des voitures, un cortège, on va dire effectivement c'est de bétail. On va critiquer l'action de l'ECAM. Tout à fait, on va dire que c'est du bétail électoral et qu'effectivement le président Paul Biya est en train de tout faire pour qu'il y ait un vote massif, il y ait des fraudes massives. Donc je crois que c'est même entendu, je crois que c'est une manne qui tombe du ciel, le parti politique, de démontrer, n'est-ce pas, qu'ils ont la capacité de rassembler et la capacité de s'impliquer. Parce qu'en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit des Camerounais qui doivent voter. Et leur volonté personnelle même de vouloir voter peuvent leur permettre de rentrer dans leur résidence pour voter s'ils veulent véritablement choisir leur leader. Mais à défaut de sécurité, les votants peuvent, n'est-ce pas, s'impliquer, les ONG peuvent s'impliquer, les partis politiques peuvent s'impliquer, tout le monde doit s'impliquer. Ce n'est pas seulement une affaire, n'est-ce pas, du gouvernement et de l'ECAM. Parce que si cela est pris de ce côté-là, dans cet angle-là, effectivement, il y aura beaucoup de suspicions et c'est ce qu'il faut éviter en ce moment. Ok. Juste un mot, Serge Alain, pour mettre un petit bémol au propos de mon ami Luther Meka. Quand Eno Abraham Segbe demande aux partis politiques d'assurer le transfert. C'est une proposition. Hein, oui. On reste au stade de proposition. Et comme c'est un ballon d'essai, ça peut dire que cette proposition peut passer tout comme elle peut ne pas passer. Alors, si elle passe... Non, vous voulez dire que les CAM volent du ballon d'essai à un ballon d'essai? Non, je voudrais dire que... Un autre ballon d'essai? Vous le constatez, naturellement. Vous savez que... Après les téléphones dans les bureaux de vote? Maintenant, c'est cette histoire de transport des Camerounais déplacés par les partis politiques. Moi, je voudrais juste attirer l'attention qu'il ne faudrait pas que, à un moment donné, qu'on ouvre la porte aux charters, sous prétexte que c'est des personnes victimes des exactions des sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest. On prend rapidement ce prétexte-là pour transporter ce qui ne devrait pas être transporté dans ce cadre-là. Et donc, mon discours vise à dire que cette opération-là semble être probablement la porte ouverte à des manœuvres irrégulières autour de cette opération électorale. Mais là, en impliquant tous les partis. Oui. Vous savez également très bien que le parti de Luther s'appuie sur les moyens de l'État. Le parti de Luther a toute la logistique. Et nous, Abraham Mebe demande à tout le monde. C'est pas l'État. Encore qu'il n'est même pas politiquement. S'il faut regarder dans les choses froidement, ce monsieur n'est pas politiquement neutre. Et donc, je poursuis en disant que, attention, au niveau de la logistique, tous les candidats n'ont pas les mêmes chances, les mêmes moyens. Et donc, il y a un qui s'appuie sur les moyens de l'État pour pouvoir transporter comme il voudra et quand il voudra tous les militants, tous les sympathisants, tous les autres Camerounais qui se sont déplacés. Il ne faut pas réduire, s'il vous plaît. Non, il ne faut pas réduire le RDPC à l'État.
Je crois que le RDPC a des parti- militants c'est un qui parti travaillent. il n'y a pas de débat là-dessus. Ils gagnent durement C'est un parti leur d'État. dû. Peut-être que vous payez vos Supporte cotisations, mais on sait comment ça André Luther, fonctionne. merci de permettre à M. Kanga de placer un mot sur cette proposition, on va le dire comme ça, du président du Conseil électoral. C'est vrai que quand il y a des déplacés, il faut déterminer qui parmi ces déplacés a la carte d'électeur. Ça, c'est vrai, parce que tout le monde ne partira pas de la région où ils se sont réfugiés pour retourner dans la région origine et voter. C'est vrai que quand on parle de transport, si l'État met à disposition les moyens d'acheminement de ces gens-là vers les zones où ils ont été inscrits, on peut avoir portant sur la manipulation présumée de l'État et l'achat des consciences et ainsi de suite. Mais le problème avec l'État du Cameroun, c'est que on semble avoir oublié ce qu'on appelle la dérogation. Toute règle a des dérogations. C'est-à-dire, vous avez un parking, on vous interdit d'entrer, interdit de garer ici, sauf si vous êtes handicapé. Oui, vous avez une place, on est interdit de venir, sauf si vous avez, si vous êtes enceinte, si vous avez un enfant. Donc, il y a des dérogations. Le problème avec notre État, et c'est pour ça que nous critiquons toujours le président Paul Biya en disant que sa principale préoccupation a été la conservation du pouvoir dans la logique du prince de Machiavel, parce que en Je crois 2008, qu'il est toujours dans le sujet là. parce qu'en 2008, comme je ne vous ai pas interrompu, j'ai un réel problème avec les représentants du RDPC. Il est impossible de terminer son idée. Vous allez comprendre si vous me laissez terminer. Ok. Alors, en 2008, le président Paul Biya passe du mandat renouvelable une fois à mandat renouvelable tout court. Pourquoi on ne peut pas dire aujourd'hui que, étant donné l'état sécuritaire assez compliqué dans les régions nord et sud-ouest, on va exceptionnellement mettre sur pied une dérogation qui permet à ces gens de voter dans des zones autres que celles où ils ont été inscrits, d'autant plus que l'État est l'un des principaux responsables de cette situation. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'attendaient que ça devienne une poudrière, qui n'attendaient qu'une réaction belliqueuse de l'État pour envenimer la situation. Mais on garde à l'esprit, et on ne l'oubliera jamais, qu'il y a 2 ans, des revendications pacifiques ont été violemment maté. Ont été violemment, voilà, la réaction ont été violemment réprimée et ça a abouti justement à l'exacerbation des tensions qui a compliqué la situation. La remise en question de l'État est quelque chose dont on aurait besoin actuellement, où l'État dirait, voilà, il n'y a pas de règles sans exception, ça ne nous coûtera rien, on n'aura plus besoin de cette polémique d'acheminement de personnes, parce que déjà justement, tous les partis politiques n'ont pas les mêmes moyens, c'est injuste de dire. Il faut que chaque parti politique s'occupe de ses électeurs et encore on ne sait pas qui va élire qui. Je crois que c'est secret. Comment savoir que voilà, telle personne va élire? Quelqu'un peut simplement, pour pouvoir aller là-bas, déclarer qu'il va voter le MRC alors qu'il va voter le RDPC. Cela lui permet de partir et d'ajouter une voix au RDPC alors que ce il y a du MRC qui lui ont permis d'arriver où il est. Parfois, il y a des solutions faciles, et j'espère que vous comprenez maintenant que je suis bel et bien dans le sujet, mais l'État complique, en tout cas les organismes chargés de gérer tout ça, le compliquent parce que dans la logique de ce que vous avez dit, vous avez, bon, j'utilise ça comme métaphore évidemment pour vous titiller un peu, quand vous dites que voilà, vous avez interdit aux journalistes d'utiliser le mot champion, en fait, ça caractérise un peu ce qu'on a parfois dans le RDPC où les avis des autres ne sont pas acceptés. C'est quelque chose qu'on observe, c'est comme si c'était dans l'ADN de ce fameux parti au pouvoir où les avis des autres, les revendications et les préoccupations ne sont pas prises en compte. La vérité, elle ne vient que de moi. Et si moi j'ai dit quelque chose, il est impossible qu'il y ait une deuxième vérité. Il faut garder à l'esprit que même quand on dit la vérité, ce que l'autre dit peut être tout aussi vrai. Donc vous l'avez bien dit et vous avez parlé de... la représentation que vous faites de tout ce qui concerne le parti RDPC et sa gestion de la crise. En fait, le problème avec le RDPC, c'est que on n'est pas dans un parti, on est dans une sorte d'empire où on vous inculte de la personnalité aux champions. Nous, au MRC, le distinguo avec le MRC, et ça répond à toutes les critiques qui sont élaborées envers lui, c'est que nous n'avons pas la culture du Messie. Maurice Kamto ne va pas à lui seul développer le Cameroun. Maurice Kamto dit sur la question de l'État, par exemple, la forme de l'État, dialoguons avec les populations, demandons-leur qu'est-ce que vous proposez, parce qu'il n'est pas plus intelligent que tout le Cameroun. Il faut que les autres partagent avec lui les avis, et si au terme de cet échange d'avis qu'on aura ce qu'on appelle le consensus, et après on aboutit à ce qu'on appelle le juste milieu, où tout le monde est plus ou moins satisfait. Et après, évidemment, aussi, par exemple, sur les questions monétaires, sur les questions financières et économiques, on dit réunissons les experts qui sont calés dans le domaine, qui présentent à l'exécutif une réforme économique, une réforme monétaire, qui présente le comment, présentons-le peut-être à la population ou à un cabinet de consultation, et à la fin, élaborons la solution. Il faut qu'on procède
de la même manière, et en tout cas ça, ce serait notre proposition. Elle contenterait certainement tout le monde. À titre personnel, je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est compliqué, pourquoi on se casse la tête dessus, alors qu'il suffit de dire exceptionnellement pour cette fois, à cause de cette crise que nous avons contribué à créer, nous allons permettre à ces gens-là qui sont déplacés dans leur propre pays de voter dans d'autres circonscriptions, parce que c'est toujours leur pays. Ok, justement. Je voudrais apporter un élément. Oui, parce que rapidement. C'est une proposition qui pouvait avoir son coût si cela était fait avant. Parce qu'il faut dire que, comme il a dit, il faut d'abord identifier les votants. Et ce n'était pas des déplacements compacts, homogènes, des populations dans un arrondissement, dans Est-ce qu'il se fait pas dans une région. Laissez-moi vous parler. Dans une région, il faudrait les identifier partout où ils sont disséminés. Il faudrait créer des bureaux de vote tout à fait spéciaux pour qu'ils votent. Et ça, c'est un travail tout à fait énorme, vous comprenez. C'est une solution qui peut être une solution, mais elle n'est pas faisable, parce qu'il faut aussi voir la faisabilité d'une solution. Et lorsque je parlais de champion, moi je sais que lorsqu'on parle d'un champion, c'est quelqu'un qui a gagné des trophées. C'est quelqu'un qui a un bilan, qui a gagné des trophées, qui a gagné des matchs, qui a gagné des combats. C'est pour ça que je dis, quand on appelle les autres champions, pour moi, c'est un non-sens. C'est un non-sens parce qu'ils n'ont rien gagné. Le président Biya a un bilan qu'il a présenté. Il a des trophées qu'il a présentés. Donc, ce n'est pas de la dictature. Ce sont des faits avérés qui doivent, n'est-ce pas, s'imposer à ceux qui présentent les autres comme des champions. J'attends donc en tant que champion, qu'il me présente aussi les trophées de son candidat du MRC, puisqu'il dit que nous faisons un culte de la personnalité. Hiram Yodi, les populations sont partout disséminées au Cameroun. Absolument. Il y a des gens qu'on connaît qui ont accueilli chez eux plusieurs personnes, oui. Lorsqu'André Luther dit qu'il faut créer des conditions spéciales, est-ce que cela ne va pas être interprété comme de l'apartheid? Est-ce qu'ils ne seront pas stigmatisés? Identification. Est-ce qu'il ne devrait pas se fondre et dans localisation des... Est-ce qu'il ne devrait pas se fondre? Monsieur Meka, c'est moi qui ai la parole. Moi, je me pose des questions. Monsieur Meka nous dit la solution qui est proposée, c'est-à-dire celle de permettre aux citoyens de voter là où ils sont actuellement, là où ils sont déplacés, ne peut plus être implémentée parce qu'il se fait trop tard. Et c'est bien la question que nous remettons, enfin, c'est la question que nous ne cessons de nous poser. Les gestionnaires de la chose publique, les managers de l'État Cameroun sont supposés avoir un certain sens de l'anticipation. Ça fait des semaines que nous disons qu'il sera impossible de voter. Aucune mesure n'a été prise. Et puis là, la dernière minute, on arrive avec une tentative de, justement, manipulation des voix en expliquant qu'il faudrait organiser des charters et que les partis politiques doivent les organiser. On verra donc le RDPC lui également avec tous les moyens. Donc c'est parce que le RDPC a les moyens, vous êtes sûr que ça va marcher seulement pour le RDPC? Je pense également que c'est une solution non-sens. C'est une solution non-sens. Aux partis politiques, à toute organisation raisonnable, à 2 jours de l'élection, de mobiliser des moyens pour déplacer les électeurs. Et comme l'a dit M. Ekanga, il y a un élément qui est fondamental. Le vote est secret. Donc aujourd'hui, peut-être que nous avons... Parce qu'on voit une caravane, peut-être avec nous avons peut-être une connaissance... On sait que voilà, absolument, les électeurs... Nous avons peut-être une connaissance... Mais nous n'avons pas une connaissance de la position de vote de l'ensemble des électeurs camerounais. On a vu sur les réseaux sociaux ce matin des personnes avec des tissus RDPC coller des affiches de Chouochi. Donc à la fin de la journée, on ne sait absolument pas pour qui les Camerounais vont voter. Ce serait absolument risqué d'ouvrir cette porte-là. Moi, je pense que la solution la plus simple est effectivement, et je rejoins M. Kanga là-dessus, c'est de permettre aux personnes de voter là où elles sont. À défaut, ben, elles ne voteront pas. Ok. Alain Dipo, ils peuvent voter partout où ils se trouvent dimanche? J'insiste que... Sur présentation de la carte, CNI, bien évidemment, sur présentation de la carte d'électeur. Mais est-ce que leurs noms sont sur la liste? Prenons le cas d'Aqua. Comment ça va se passer? Elles ont une carte d'électeur. On ne peut pas voter dans oui, s'ils ont une carte d'électeur. Parce que la loi électorale, est claire. Ceux qui doivent voter, ce sont ceux qui sont régulièrement inscrits dans ce bureau de vote, titulaires d'une carte d'électeur et d'une carte de CNI. Mais comme dit Wilfried Ekanga, est-ce que pour ce cas-ci, on ne peut pas... Il est question maintenant que ELECAM, qui est l'organisme en charge de l'organisation des élections, aille vers ces gens. Il ne faut pas demander l'inverse. ELECAM a de la logistique nécessaire pour aller vers... Créer des bureaux de vote vers ceux qui se sont déplacés. On sait au moins qu'il y a des foyers de concentration de ces personnes-là. On en a à Bonabéry, on en a à l'Ouest, un peu partout. On peut recenser. C'est même un travail qui devrait être fait depuis fort longtemps. Ce n'est pas 2 jours, comme disait le représentant de Maître Kéré.
C'est pas 2 jours qu'on prend de telles mesures. On savait très bien que ça fait des années et des mois que ces gens-là ont fui du fait de l'insécurité ambiante, leur milieu de vie naturel. Ils sont partis, pas pour la villégiature, mais parce qu'obligés de sauver leur tête, entre guillemets. Et donc, l'ECAM a le devoir, la responsabilité d'aller vers ces gens-là, pour que ces gens-là puissent enfin, et dans des conditions tout à fait régulières, remplir leur devoir de Alain citoyen. Djikou, là, vous êtes du côté des déplacés qui sont peut-être dans les forêts au nord-ouest et au sud-ouest. Et quid de ceux qui se retrouvent ici à quoi avec nous? On peut, voilà, dans les autres régions. On peut également, en utilisant le parapluie de dérogation qui a été développé par Wilfried, on peut utiliser ce subterfuge-là pour mettre de manière spéciale un bureau de vote à Bonabéry et demander à tous ceux qui sont partis de Boya et des environs d'aller vers ce centre particulier, vers ce bureau de vote spécial, vérifier leur nom à l'entrée et procéder au vote. C'est faisable. Oui, mais le directeur de l'ECAM avait proposé qu'il y ait des transferts, parce que les transferts peuvent se faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous êtes dans un bureau de vote au nord-ouest, vous faites un transfert où vous vous situez là où vous êtes. Et si cela a été fait, ça veut dire que certains vont voter, parce que le message était passé. Mais ce que vous demandez est un travail extrêmement difficile, parce qu'il faudrait d'abord identifier tout cela, il faudrait, n'est-ce pas, les enregistrer, il faudrait qu'il y ait une biométrie, il faudrait créer des bureaux de vote. C'est sur le plan de la faisabilité, ce n'est pas possible. On n'a pas budget, à moins de 2 jours. C'est vrai que sur le plan pratique, vraiment, c'est une opération très simple. Un citoyen qui dispose d'une carte d'électeur est supposé régulièrement inscrit sur une liste électorale, il se rend au bureau spécial ou alors au bureau qui se trouve le plus proche de l'endroit où il est installé, il présente sa carte d'électeur. On l'identifie. Si elle date des 3-4 dernières années, c'est qu'il est régulièrement inscrit sur les listes électorales. Il procède comme ça. Il faut c'est une situation d'exception, il faut trouver des mesures d'exception. Additives, hein, ces choses. Il faut les enrôler, il faut une biométrie. Parce qu'à la fin, il faut une comptabilité raisonnable. Parce que je comprends un peu qu'il y a un patriotisme émotionnel, mais il faut qu'il y ait une comptabilité raisonnable. Il faudrait qu'on ait une maîtrise des effectifs, il faudrait qu'il y ait une comptabilité raisonnable. Bon, moi je dis, cela peut être important si beaucoup d'entre eux ont fait des transferts. Mais s'ils n'ont pas fait des transferts, cela va devenir tout à fait, j'allais dire, tout à fait infaisable. Mais ce qui est important, et je dis, si d'abord les populations elles-mêmes, ceux qui veulent voter, s'impliquent, hein, parce que d'abord c'est la volonté personnelle. Hein, on ne va pas aller forcer ces déplacés à voter. Alors, s'ils se manifestent et qu'ils voudraient voter, ce sont des citoyens camerounais, ils peuvent, n'est-ce pas, faire cette démarche-là. Et il n'est pas exclu, comme on l'a dit, que les partis politiques s'impliquent, les ONG s'impliquent, pour que ce soit... Dans le transport? Non, pas dans le transport, dans l'encadrement de ce processus. C'est-à-dire encadrer comment? Quand je dis encadrement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand il y a les identifications, lorsqu'il y aura des déplacements, lorsqu'il y aura des listes, qui est, n'est-ce pas, les ONG et tous les partis politiques impliqués, pour qu'il y ait une sorte de neutralité. L'élection dans 2 jours. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai l'impression que l'élection de monsieur décalée dans un mois. Monsieur, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Pour qu'il y ait une sorte de neutralité. Parce que ce dont je bagarre ici, c'est de démontrer qu'il faille avoir une neutralité dans le processus de l'encadrement de ces votants. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si l'État lui-même prend la résolution de les déplacer, si l'ECAM va aller chercher une camisole de force, cela va s'apparenter à quelque chose de suspect. C'est à cela qu'il faut s'en tenir. Fidé Kanga, nous reste quelques jours là. Vous croyez que l'ECAM peut penser à autre chose pour sauver ces votes-là? Parce que il s'agit de sauver les votes du nord-ouest et du sud-ouest. Oui, le RDPC, il nous dit sur ce plateau que vouloir que tous les citoyens qui se sont donné la peine de s'inscrire sur les listes et qui n'ont rien fait pour mériter la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, qui par le hasard des choses ont eu le grand malheur de naître dans une région qui est aujourd'hui sinistrée avec le concours de l'État, le RDPC nous fait comprendre que c'est du patriotisme émotionnel de revendiquer la possibilité pour ces gens-là de s'inscrire sur les listes électorales. Le RDPC nous dit aussi sur ce plateau que la situation est très compliquée, qu'il faut tout un organisme
qu'il faut mettre sur pied pour que ces gens-là... Un organisme. Un organisme qui sera chargé de gérer la biométrie et de contrôler les flux. En fait, c'est une guerre des mots, c'est une trivialité qui ne doit pas nous perdre du temps sur le sujet dont nous sommes en train de parler. Organisation, organisme, prenez cela comme vous voulez. Vous nous faites comprendre ici que c'est tellement compliqué parce que ceux qui avaient la charge de prévoir ce genre de choses n'ont pas été capables de le faire à l'avance. C'est ça l'absence de vision à long terme qui caractérise le parti au pouvoir actuellement. C'est pour ça que quand on fixe les grandes ambitions, on se donne 7 ans et à la fin des 7 ans, puisque rien n'a été fait, on nous fait comprendre que les 7 ans étaient consacrés simplement à avoir l'ambition à ne rien faire sur le terrain. Et après, on a des grandes réalisations qui finalement ne se réalisent pas. Et on a une entourloupe assez loufoque parce qu'on nous dit maintenant les grandes opportunités. Il n'y a qu'au Cameroun que les opportunités viennent après les réalisations. Les opportunités, et en fait, ça vient avant et c'est en fonction des opportunités. C'est à tout moment, monsieur. Ne m'interrompez pas parce que vous exigez de ne pas être interrompu. Non, monsieur, quand vous attaquez le raisonnement de mon parti, il faudrait que je vous reprenne. Les opportunités, c'est à tout moment dans la vie. Lorsque vous avez parlé de l'opposition qui fait du patriotisme émotionnel, ça ne m'a pas plu non plus. Non, j'ai pas dit l'opposition, j'ai dit les Camerounais, que je comprends que c'est du patriotisme émotionnel. En toute chose. C'est-à-dire, gardez-le à l'esprit. Monsieur Kanga, retenez que les opportunités se donnent toute la vie. Votre vérité n'est pas la mienne, d'autant plus que j'accepte la vôtre. Je souffre de l'accepter parce que je vous laisse aller au fond de vos idées. Vous devez retenir qu'il faut à un moment donné prendre des leçons, tirer des leçons des erreurs qu'on a commises. Je le dis à 100%, ça arrive à 100% Arrêtez de donner des leçons. Mais c'est l'histoire qui nous donne la leçon. C'est cette incapacité à écouter qui a conduit à la crise aujourd'hui. Même quand la revendication est pacifique, la réaction est répressive. Et c'est pour ça mais je suis en train de vous expliquer qu'il y a une organisation qu'il faille faire. Et il faudrait que ces gens se manifestent parce qu'on ne va pas aller les détecter là où ils sont cachés. Ceux qui se sont regroupés certainement par masse compacte, cela est possible. Mais il y a des Camerounais qui sont dissimulés dans tout le Cameroun. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et vous commencez à nous parler des opportunités. Je dis les opportunités, c'est toute une vie. Il y a des opportunités à chaque moment dans la vie. Ce n'est pas en répétant la même chose qu'elle va changer le sens de ce qu'elle avait au départ. Mais c'est vous qui répétez la même chose en nous faisant comprendre que nous sommes hors sujet et que nous sommes en train de parler des opportunités alors que les ambitions viennent avec les opportunités. Monsieur l'État, vous interdisez quand vous coupez la parole, laissez les autres pouvoir parler. Ok. Mais qu'il soit correct envers mon parti. Vous allez répondre après. Oui, je vous en prie. Wilfried, allez-y. Médecin, guéris-toi toi-même. Je ne donne pas les leçons à qui que ce soit. C'est l'histoire qui donne les leçons. C'est l'État du Cameroun qui donne les leçons que ce qui est la situation actuelle résulte d'une mauvaise politique. Sauf si on vit dans un Cameroun parallèle où on ne voit pas ce qui s'est passé. Vous avez dit qu'il y a des choses qui doivent être faites, c'est faux. Il y a des choses qui auraient dû être faites. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui aurait dû se passer il y a longtemps. Justement, Wilfried, comme ça n'a pas été fait, nous sommes à quelques jours là. Mais exactement, comme ça n'a pas été fait, on est dans ce qu'on appelle un cas de force majeure. Voilà. Quelle est la priorité? On se réorganisera après. Sous forme d'organisation, d'organisme, prenez cela comme vous voulez. La priorité, c'est que les gens aillent voter et on va donc procéder à ces fameuses dérogations parce que c'est ça le plus important. Si à cause du manque d'organisation, vous empêchez les gens de voter, vous n'avez pas résolu le problème. Et d'autant plus si vous leur dites, vous auriez dû vous intéresser, vous auriez dû aller vous-même. Ce transfert de culpabilité-là, il est malsain. Il ne va pas résoudre le problème parce qu'il y aura des contentieux post-électoraux. Il faut savoir raison garder et se dire quelle est la réforme qui va causer le moins de dégâts. Et la réforme qui va causer le moins de dégâts, c'est de faire le sacrifice d'éliminer les trivialités dont le RDPC est si friand, la biométrie, tout ce folklore-là superficiel, alors que le plus important, c'est que chacun puisse exprimer la voix de celui pour qui dont il est convaincu du projet. C'est ce que moi je préconiserais de faire maintenant. Ça nous permettrait de nous focaliser sur ce qui intéresse vraiment les Camerounais. Quelles sont les offres politiques que les différentes formations ont à proposer à leurs citoyens et à les convaincre dessus. Quelle est l'offre qui convainc le mieux? S'apesantir sur ces éléments de surface est une trivialité qui fait perdre beaucoup de temps et c'est de bonne guerre pour le parti au pouvoir parce qu'étant déjà là, il a plus de probabilité de se maintenir parce que les autres ont besoin de davantage de temps pour s'implanter, convaincre, etc. Donc il faut éviter la diversion et essayer pour une fois d'élaborer une mesure qui permet de manière pragmatique aux gens d'aller aux urnes et d'exprimer leur choix. Justement, Alain Dupont, qu'est-ce qu'il faut faire avant dimanche 7? Non, je m'aligne derrière la dérogation spéciale qu'il faudra mettre en place. Moi, je m'étonne de ce qu'à ce moment, Elecam soit encore en train de tergiverser, soit en train de louvoyer, soit en train de... Il y a des atermoiements qui n'ont pas de sens à ce moment précis. Et le faire ainsi indique tout simplement que
le chiffre que nous avons reçu là, 95%, il est quand même prêt à 95%. Pour moi, ça n'a pas de sens. Avec la grosse préoccupation autour des déplacés des régions du nord, d'ouest et du sud-ouest. C'est un gros problème. Et on nous dit, on nous bassine les oreilles qu'il est quand même prêt à 95%, alors qu'on n'a pas la solution à mettre sur pied dans 2 jours pour ces déplacés qui doivent normalement voter. Okay. Donc c'est un caillou dans la chaussure de l'État. Iram, qu'est-ce qu'il faut faire ici Je crois que nous avons tous plus ou moins, à l'exception de M. Meka, une solution excessivement simple. Nous l'avons dit, toutes les formations politiques n'ont pas les mêmes moyens. Donc si on met les moyens à disposition de toutes les formations, et qui va mettre la proposition du conseil, du président du conseil, ça peut marcher. Qui va mettre les moyens en 2 jours? Il parle de convoyer les déplacés. Non. Les CAMA proposé aux formations politiques de convoyer les déplacés des régions nord-ouest sud-ouest. C'est une mesure complexe. Dans les bureaux de vote. En plus, nous parlons de régions où nous avons encore un certain niveau d'insécurité. Oui. Je dis la situation, elle est excessivement simple. Un Camerounais qui a sa carte électorale est supposé, je dis bien supposé, être régulièrement inscrit. Oui, qu'on puisse avoir des fiches supplémentaires, des fiches annexes, oui, sur lesquelles on enregistre donc ces personnes-là qui viennent effectuer leur vote dans le bureau le plus proche. Okay. Ça ne permettra pas, enfin ça facilitera, ça facilitera la logistique et les mots de tête. Je crois que c'est la solution la plus simple. Pourquoi est-ce qu'on va organiser des convois pour prendre des gens, je dis une connerie, à Aqua et pouvoir les ramener à Bamenda pour voter? Ça ne fait pas de sens. Okay. Non, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une organisation supplémentaire. Oui. Il faudrait d'abord identifier les votants. Et en identifiant les votants, il faudrait être sûr, n'est-ce pas, que ce sont des votants. C'est-à-dire qu'il faut retrouver le fichier. Donc, il y a une organisation qu'il faut faire. Ça se fait par la volée, comme ça. Et maintenant, il faut donc regrouper les bureaux de vote. Parce que si on ajoute... ils viennent voter là où ils ne sont pas inscrits, il y aura des problèmes au niveau, n'est-ce pas, de la maîtrise des effectifs. Donc, c'est un processus qu'il faille maîtriser. Alors, je crois que... situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. On n'a pas le temps. Bon, la médecine... On a laissé passer le temps. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je crois qu'il faut qu'on me laisse parler parce que nous qui avons la maîtrise du processus, il faut qu'on nous laisse parler. C'est pas vous qui organisez. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une méthode simple qui est scientifique. Il faudrait identifier les votants. Et pour identifier les votants, ça ne va pas prendre un jour. Ça va prendre plusieurs jours. Maintenant, il faut créer, n'est-ce pas, des bureaux de vote avec des fichiers bien clairs. Et cela prend du temps. Je crois que la solution qui a été demandée, c'était une solution, n'est-ce pas, qui permet à tout le monde de participer dans ce processus sans qu'il y ait subjectivité, sans qu'il y ait, n'est-ce pas, des problèmes, pour qu'il y ait impartialité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous les acteurs politiques s'impliquent pour pouvoir encadrer les votants, convoyer les votants avec les ONG et permettre à ce qu'ils puissent voter dans des conditions idoines. Et dans ces conditions idoines, il s'agit donc de l'État qui doit mettre le dispositif, n'est-ce pas, pour le vote et la sécurité pour qu'ils votent. Mais pour faire déplacer les votants, il faudrait que tout le monde s'implique pour qu'on n'indexe pas le parti au pouvoir où il est comme de créer des charters. D'ailleurs, il a dit tout à l'heure. Oui. Et c'est pour ça que je suis très regardant sur la méthodologie qu'il faille faire lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de faire voter les déplacés sur place. Parce que c'est une méthodologie qui sera longue et qui va prendre du temps et qui va amener d'autres complications au niveau des décomptes. C'est de ça dont moi je suis un peu... Mais ça, Alain, avec ta permission, oui, si on en arrive là, si elle est quand même quelque peu de au mur par rapport à cette question précise, il faut quand même souligner que c'est parce qu'elle est quand même été sourd à certaines propositions faites par un certain nombre de partis politiques. Je me souviens très bien que le SDF a fait des propositions dans le sens de pouvoir trouver des mécanismes, mettre sur pied des mécanismes pour permettre aux déplacés des régions du nord-ouest et au sud-est d'aller voter. Et cela remonte à plusieurs mois. Donc, si Elekam avait été un peu réceptif, un peu ouvert, pour prendre avec beaucoup d'attention ces propositions-là, contenues, ces propositions du SDF, je crois qu'on n'en serait pas 2 jours à cogiter autour, n'est-ce pas, du mécanisme le plus efficient pour mettre en place et de manière à permettre à ce que ces gens-là, ces Camerounais-là qui souhaitent voter et qui doivent normalement voter, le fassent de manière régulière. Wifé de Kanga, si rien n'est fait d'ici le 7, est-ce que la légitimité du président peut être engagée? Évidemment. Le président élu au soir du 7.
Évidemment, parce qu'on aura deux formes d'opposition, l'opposition entre guillemets modérée et l'opposition radicale. Et c'est ça qui est un peu embêtant parce que nous avons encore la possibilité de changer quelque chose. Et le RDPC nous dit qu'il est plus embêté par le fait qu'il n'y ait pas les circuits biométriques et l'organisation autour que par le fait qu'après, les élections seront contestées. On sait, on a vu dans d'autres pays, parce que c'est ça notre problème, l'incapacité à tirer des leçons et de nos erreurs et des erreurs qu'on a vues ailleurs pour essayer d'agir autrement. On fait exactement les mêmes recettes et on s'attend sérieusement à ce que les résultats soient différents. Il faut que les choses soient, pour cette fois, dans un cas de force majeure, il faut que déjà Elecam se remette en question sur son incapacité à avoir anticipé, sur son incapacité à anticiper les événements longtemps à l'avance. Sauf si on a cru, du point de vue du gouvernement, du point de vue de l'État, qu'on allait résoudre la crise anglophone avant les élections. C'est une perception naïve, parce que si on savait qu'on ne pouvait pas les résoudre avant les élections, on aurait déjà, il y a plusieurs mois, pris des mesures. On n'aurait pas eu tous ces problèmes de toute cette organisation, toutes ces structures qu'il fallait mettre sur pied. Ça aurait été résolu bien avant. Quel que soit le temps que ça allait prendre, quels que soient les moyens que ça allait mobiliser, on aurait quand même résolu le problème. La grande erreur au sein du parti au pouvoir, c'est de toujours dire, lorsque tout va bien, on a vu une illustration brillante d'ailleurs tout à l'heure. Paul Biya est champion parce qu'il a résolu le problème de Bakassi, parce que grâce à lui, on avait un Camerounais à la CAF, parce que. En fait, quand tout va bien, c'est grâce au président Paul Biya. C'est intéressant parce que ça provoque qu'à l'intérieur même du RDPC, on ne s'accorde pas sur l'interprétation des faits. Parce que sur un échange avec un autre représentant aujourd'hui dans une radio, on était en train de fustiger justement le professeur Maurice Kamto d'être comptable du déficit infrastructurel au Cameroun. À se demander en quoi un ministre de la Justice, qui plus est délégué, doit répondre du mauvais état de route dans la ville de Douala ou de 60% d'électricité, en plus des délestages pour la population. Donc il est intéressant, parce que c'est la réforme que nous proposons au sein du MRC, d'avoir dans la plupart des mesures où c'est possible une contribution, c'est-à-dire une responsabilité partagée, pour qu'après, quand nous commettons des erreurs, la remise en question soit totale. Mais c'est assez malsain de se dire, on va élaborer des mesures tout seul, on ne va pas écouter les autres. Quand ça va bien marcher, on va dire c'est grâce à nous, mais quand ça ne va pas bien fonctionner, on va dire les autres aussi auraient dû réagir de manière responsable. C'est pour ça qu'on a besoin dans ce pays de véritables changements. Ce n'est pas un slogan. Quand on voit qu'en 36 ans, on nous montre que des erreurs ont été commises, c'est déjà une chose, mais que la remise en question de ces erreurs est absente et que les principaux coupables, entre guillemets, veulent commettre les mêmes erreurs, il y a une nécessité absolue de donner la chance et aux Camerounais et au gouvernement d'avoir une nouvelle perception des choses. C'est une nécessité absolue. Ok, je sais que André Luther Meka a envie de répondre. On va voir ça, un peu le journal. Bonsoir, Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le journal de 20h, c'est dans un instant 2 ou 3 escales pour le 20h que vous allez présenter une fois de plus pour nous. C'est une préoccupation majeure pour les acteurs du processus électoral, la question de la sécurité des électeurs. Le 7 octobre 2018, comment les pouvoirs publics et Elecam comptent-ils s'y prendre, notamment à l'extrême nord, à l'est, mais aussi dans les régions anglophones? Au regard des ressources militaires limitées, les défis sont importants. Vous suivrez dans ce journal la stratégie du gouvernement et de l'Elecam pour assurer la sécurité durant le jour du scrutin présidentiel, mais aussi la réaction de la classe politique à propos de cette décision de l'Elecam d'inviter les populations déplacées du fait de la crise anglophone à rejoindre leur lieu de résidence et leurs bureaux de vote initiaux afin d'exercer leur droit de vote. Et dans l'écho de campagne, vous verrez comment les différents candidats se jettent dans la dernière bataille électorale. Ils sont pour la plupart dans le septentrion en train de mobiliser les électeurs. On en parlera dans le journal de 20h. C'est Alain. Voilà, dans un instant, le développement de tous ces titres. C'est dans le 20h de Cédric Noufélé. Quant à moi, madame, monsieur, je vous retrouve en compagnie de mes invités pour le débrief. Retour sur le plateau et qui nous sera toujours en compagnie de nos 4 invités. Le premier à se prononcer sur ce sujet, c'est Alain Djipo, l'excellence scolaire en sciences, classe de 5e, amputé de 8 pages. Est-ce que ça résout le problème? Que faire de ceux qui avaient déjà acheté le livre? Je crois que c'est de l'esbrouf.
L'esbrouf. Si je peux m'exprimer ainsi, parce que je ne comprends pas pourquoi tout un conseil national de l'agrément peut valider un livre au contenu moralement questionnable et que après quelques dénonciations par les voies médiatiques, subrepticement en catimini, on retire quelques feuilles à problème dans ce livre au lieu de revoir fondamentalement la programmation qui a été faite pour ce qui est des manuels scolaires. Donc je pense que ça donne l'image d'un gouvernement pas du tout responsable devant les questions liées à la formation de la jeunesse. Et mon point de vue sur cette question est que on n'avait pas vraiment besoin d'introduire des sujets d'une sensibilité outrancière. J'ajoute à enseigner aux enfants qui n'ont pas une puberté maîtrisée à partir de la classe de 5e. Il me semble que, évidemment, c'est pas parce que la famille, qui est un lieu de socialisation, en premier chef, a fait des fautes. C'est pas parce que l'éducation des enfants au niveau familial présente quelques dysfonctionnements qu'à l'école on doit adouber n'importe quoi, on doit valider ce qu'on reproche précisément à la famille. Donc je pense que sur cette question-là, on aurait dû demander à l'éditeur, au concerné, de retirer tout simplement le manuel du programme. Et encore que si on regarde un peu les usages par matière, de par le passé, on a souvent proposé 4 à 5 manuels par matière, jusqu'à ce que cette année, le livre unique soit introduit. Donc ça pose problème maintenant, le retour au livre unique? Non, je veux dire que le problème que ça pose, le problème que ça pose, c'est qu'il n'y a pas eu un sérieux dans la validation des manuels scolaires. Okay. C'est ça le problème de fond. Okay. Sinon, pourquoi a-t-on amputé, n'est-ce pas, cet ouvrage de quelques pages? Okay. Les pages, justement, qui ont suscité, n'est-ce pas, la controverse, qui ont créé le débat autour d'une sexualité jugée précoce à enseigner aux enfants de la classe de 5e. Ma question demeure, Iram. Qu'est-ce qu'on fait de ce manuel-là, le premier manuel? Les parents qui avaient déjà acheté ce manuel. Enfin, question complexe. Disons qu'il y a une mesure, j'ai envie de dire, corrective qui a été appliquée. Enfin, moi, je pense que c'est important d'enseigner l'éducation sexuelle aux enfants, contrairement à certains. C'est très important. J'ai eu le privilège... Cette forme-là? Peut-être pas sous cette forme. C'est donc l'approche que l'on peut questionner, oui. Mais il y a une importance réelle de le faire. À un certain âge, on découvre que son corps change, on découvre que son corps mute, on a besoin de comprendre ce qui se passe. Mais je vous ai vu réagir tous sur ce plateau lorsque on a suivi le reportage de Donald Betskanga. Je veux dire que c'est les termes, c'est ça le problème. Utiliser une approche questionne justement toutes ces commissions de validation du contenu des manuels scolaires. C'est-à-dire qu'on a envie de se demander quel est le processus réel de prise de décision pour ces livres qui arrivent sur le marché et qui façonnent un peu l'esprit de nos enfants qui vont être les bâtisseurs de la République de demain. Donc il y a quand même lieu de se questionner. Mais aujourd'hui, il y a des parents qui ont acheté le livre, la première version. Je ne sais pas si on va leur demander de déchirer cette version-là. Je crois que c'est le gouvernement ADPC qui est responsable de cela. C'est plutôt à eux qu'il faut poser la question. Ok, il va répondre tout à l'heure, André Luther. Sur cette question, Wilfried Kanga, est-ce qu'on a commencé à résoudre le problème? À court terme, on a résolu le problème, partiellement, mais à long terme, il faut une réforme qui va faire que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Nous avons un grand problème d'éducation au Cameroun, pas seulement en ce qui concerne les mœurs, mais en ce qui concerne l'enseignement de ce qu'est vraiment le Cameroun, de ce qu'est l'Afrique. Nous avons à travers le continent, pas seulement au Cameroun, des grandes figures. On a la princesse Yenenga au Burkina Faso qui a fondé l'empire, mais aussi quand on parle de la grandeur des femmes, nous avons Ngolazinga dans l'empire du Matamba en Angola. Nous avons au Cameroun ces mêmes grands hommes. Nous avons Ernest Rangé, Félix Moumié qui se sont battus pour l'indépendance du Cameroun.
et qui se sont fait assassiner pour cette cause-là qu'ils ont défendue. Il faut que l'enseignement de ce qu'était l'Afrique, de ce qu'était le Cameroun soit plus accru pour que nos enfants, en grandissant, aient non pas une perte de patriotisme et une envie de s'exiler, de s'expatrier, mais plutôt un patriotisme, une jalousie patriotique, je vais appeler ça comme ça, qui fait que toutes leurs actions, quel que soit leur domaine de talent, économie, politique, sciences et techniques, qu'ils aient envie de mettre ces talents-là au service de leur pays. Alors à court terme, le problème a été résolu parce que les termes utilisés dans ce livre étaient, on va dire oui, ils étaient assez brutaux. Et on peut évidemment approuver la nécessité d'une éducation sexuelle, mais réprouver les terminologies qui ont été utilisées et la forme. Donc c'est bien qu'on ait supprimé ces pages, peut-être qu'on aurait pu changer totalement le livre. Pour ce qui est du livre qui a déjà été acheté, bon, pour limiter les dégâts, au moins le livre n'est plus sur le marché, en tout cas avec ces pages-là. On peut par exemple, on dit ça comme ça de manière caricaturale, mais c'est possible, demander à ceux qui ont acheté ce livre de revenir avec ce livre contre un remboursement. Ou alors, bon, les choses peuvent rester, je ne sais pas si on le fera, les choses peuvent rester où elles sont. On dit simplement aux parents de, voilà, peut-être eux-mêmes de supprimer ces pages ou alors justement de garder le livre entre leurs mains, loin de la portée des enfants. Maintenant, il faut questionner le volet politique de la chose parce que la réforme de ce livre est la réponse à la nécessité de parler avec la population quand on veut justement parler de développement. C'est grâce à la population, grâce au débat populaire qui a été suscité autour de ce livre, qu'on a dans un contexte camerounais défini tous ensemble quel est le modèle éducatif, le modèle culturel que nous voulons. Et le problème avec le RDPC, ceux qui nous gouvernent, on est obligé de parler de, c'est que l'histoire a beau nous donner des leçons comme ça, et ils pensent que c'est nous, l'opposition, qui leur donne des leçons. Mais l'histoire, les faits ont beau enseigner que c'est comme ça qu'il faut procéder, et ils continuent toujours dans une logique hyper centraliste à reproduire les mêmes choses. Et c'est précisément ce statu quo-là que nous, on ne veut pas. C'est précisément ce statu quo-là auquel nous voulons renoncer. Ok. André Luther Meka, la politique du gouvernement RDPC est remise en question sur le livre. Je suis un peu amusé parce que je constate que les Camerounais veulent une chose et son contraire. Il y a eu une clameur sociale, une levée de bouclier pour qu'on retire le livre. Et je crois que ces désidératas ont été écoutés. On n'a pas retiré le livre. On a déchiré les pages à problème. Non, ce qui est bizarre, ce qui est bizarre, c'est que lorsque le MRC parle, vous ne les interrompez pas. Non, ce n'est pas ça le problème. Parce que le MRC permettez-moi donc de parler sans m'interrompre. Je suis en train de dire qu'il y a eu une clameur sociale, une levée de bouclier pour que le livre soit retiré. Le livre a été retiré. Ça veut dire que le gouvernement a écouté les désidératas, n'est-ce pas, de la Le livre n'a pas été retiré. Non, je dis les leçons. Les pages ont été retirées. Les pages ont été retirées. Ça veut dire en fait que le chapitre sur lequel on parlait de la sexualité a été normalement retiré. On appelle cela les conséquences non intentionnelles de l'acteur. Parce qu'en fait, et ça c'est à la gouverne des téléspectateurs, l'école n'évolue pas hors des logiques sociales. C'est-à-dire que c'est-à-dire au contexte environnemental, au contexte social. Et le contexte social aujourd'hui est tellement émancipé, la jeunesse est émancipée et il y a une culture de la sexualité qui est en train de s'élever. Et cette culture de la sexualité, il faudrait que les en pouvant, n'est-ce pas, canaliser, encadrer ces jeunes qui sont en train d'entrer dans la sexualité. Je l'ai dit et je le redis, j'ai fait une enquête où j'ai constaté que la sexualité dans les grandes villes commence à 12 ans. Et cette sexualité entraîne même des habitudes de sexualité qui prennent dans les médias. Donc j'ai pensé qu'il y a eu une bonne intention du gouvernement de pouvoir alerter la jeunesse, de pouvoir, n'est-ce pas, enseigner, prévenir la jeunesse contre ces dérives. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Malheureusement, le bouclier social n'a pas voulu que cela soit enseigné comme tel. Et je crois que c'est à bon escient que cela a été retiré. Mais j'aimerais dire une chose, la sexualité, comme disait Niram, oui, la sexualité doit être enseignée parce que moi j'ai accédé à l'intelligence sociale. Quand je dis accéder à l'intelligence sociale, c'est-à-dire que je sonde le social. Je sonde l'horizon du vécu du social et ce qui me revient effectivement sans appel, il y a la sexualité dans la jeunesse, il y a la sexualité dans l'adolescence. Il faudrait que cette jeunesse puisse, n'est-ce pas, apprendre, avoir les outils, des outils qui permettent à ce qu'ils puissent se prévenir de ce genre de flux. Voilà, j'enchaîne avec vous sur le deuxième point pour ce débrief, sur la présence des policiers dans les bureaux de vote.
En 2 lutteurs. Oui, Le 7 octobre. c'est de bonne guerre parce que c'est un contexte d'insécurité. Et moi, je pense en tant qu'homme politique, en tant que militant du RDPC, que de ce côté-là, on ne voudrait pas qu'il y ait élection. Et on ne voudrait pas qu'il y ait élection pour entamer un peu la crédibilité de cette élection. Malheureusement, beaucoup de Camerounais sont patriotes, ils voudraient voter. Et l'État qui a une mission régalienne de sécurité des biens et des personnes devrait sécuriser de façon précise et de façon directe ceux qui doivent venir voter. Donc il est pour moi nécessaire que les forces de l'ordre se retrouvent dans et autour des endroits les gendarmes le long des axes et les policiers. Moi je ne vois pas d'équivoque à cela, sauf si vous trouvez autre chose à dire. Et Alain Djipo, les gendarmes le long des axes et les policiers dans les bureaux de vote. J'ai sursauté au moment où l'élément de Marcel Ngassop a été diffusé concernant cette mesure, Aïe-Siri plutôt, concernant cette mesure prise pour la sécurisation, n'est-ce pas, des opérations de vote. Il y a un haut gradé de la gendarmerie qui a dit que l'armée n'avait pas suffisamment d'effectifs pour être présente un peu partout où cela est nécessaire. Je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais pour moi, c'est une information suffisamment grave. Dans un contexte qui est le nôtre, ce n'est pas un discours de nature à rassurer les populations. Or, nous devrions savoir raison garder. Si l'information est sortie de la bouche d'un représentant du MINDEF, je pense que sans mettre de l'huile au feu, je pense qu'il faut craindre que l'armée ne soit pas à la hauteur des missions qui est la sienne, des missions qui sont dévolues, n'est-ce pas, à ces hommes et femmes chargés de veiller à notre sécurité. Nous ne demandons pas ici que derrière chaque citoyen camerounais, qu'on puisse poster un policier ou bien un gendarme. Mais l'information venant de qui de droit donne froid dans le dos, dit que notre grande armée n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir... Il est parti d'un chiffre, il parle de chiffres, oui, du nombre d'éléments tombés depuis le début de la crise. D'une manière stratégique, on ne devrait pas diffuser... Il ne devrait pas rendre public cette information. Même si cela est avéré, on ne devrait pas insister sur ce fait-là, parce que ça donne, n'est-ce pas, des idées à tous ceux qui voudraient bien créer le désordre. Puisque aujourd'hui, le monde entier sait déjà qu'on a une armée quelque peu amputée de ces éléments. Une armée, j'allais dire, pas à mesure de parer à toute éventualité à cause des insuffisances d'ordre logistique, à cause de l'insuffisance des ressources humaines. Et donc, c'est une faiblesse qu'on avoue à Mondovision. Et pour moi, je suis un peu inquiet quand ça vient de la part d'un haut gradé de cette armée-là. Ok, Iram, sur cette mesure, des gendarmes le long des axes et un policier, disons peut rassurer les populations? Oui et non. Nous évoluons dans un contexte sécuritaire particulier ces derniers mois, ces 2 dernières années. Et il va de soi que la présence des forces de l'ordre à l'extérieur ou à l'intérieur des bureaux de vote, si elle vise à assurer une certaine sécurité et un déroulement normal des opérations électorales, est un très bon point. Mais de l'autre côté, nous évoluons dans un contexte social où malheureusement on n'a pas toujours bâti une relation de confiance avec les forces de l'ordre et où on peut se sentir tout de suite intimidé par une forte présence dans les bureaux de vote. Donc nous espérons qu'il y aura un comportement, nous faisons confiance à nos forces de défense et de sécurité, et nous espérons qu'il y aura vraiment un comportement responsable de leur part et qu'elles se contenteront vraiment de leur mission de sécurisation des biens et des personnes. Ok. Wilfried, la présence... vous doutez aussi, vous avez... Il parle de cette crise de confiance entre la population et nos forces de défense et de sécurité. Avant même d'en arriver là, c'est une bonne chose d'un côté qu'il y ait cette présence des gendarmes et des policiers. Présence dissuasive. C'est une bonne chose qu'il y ait cette présence des forces de l'ordre dans le cadre électoral que nous vivons.
parce que voilà, dans un contexte dans une perspective d'envenimement de la situation, ils seront là pour maintenir l'ordre, en tout cas en théorie. Mais c'est une mauvaise chose aussi parce que nous n'aurions jamais dû en arriver là. Dans un pays républicain, les élections ne devraient pas faire l'objet d'une surveillance militaire. C'est parce que la situation s'est compliquée avec la contribution de l'État, parce que là, c'est une responsabilité partagée qu'il doit assumer. C'est parce que la situation s'est compliquée qu'on s'en est retrouvé là. Et ce n'est pas simplement à cause de cet élément. Tout à l'heure, vous avez dit que la raison pour laquelle ils sont là, la principale raison, c'est que voilà, il y a des gens qui ne veulent pas que les élections se tiennent, ou ailleurs, il y a des gens qui veulent justement profiter de ce contexte, de cette journée électorale pour semer le trouble. C'est vrai en partie parce que l'autre partie dit que c'est aussi parce que, et ce sont des faits, même si ça a l'air caricatural, c'est aussi parce que les résultats électoraux ne se sont pas toujours déroulés de manière transparente par ceux-là qui aujourd'hui ont le pouvoir. Et c'est cette absence de transparence qui conduit à ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts, justement, après vérification, à dire non, ça ne nous convient pas les résultats, il y a eu manipulation. On a vu, il y a ce qui se raconte au quartier quand on a un frère, un cousin, moi j'ai vécu l'expérience, une parente à moi, une petite cousine qui me dit, voilà, j'ai assisté par hasard à un meeting du RDPC, on nous a donné des pagnes et on distribuait des billets de banque et ça criait l'euphorie et une cacophonie totale, notamment chez les femmes. Il y a ces éléments-là qu'on peut mettre en doute, évidemment, même s'il ne faut pas parce que ce sont des faits quand même, mais on concède le droit de mettre en doute. Mais il y a surtout d'autres éléments beaucoup plus factuels, comme hier on en parlait, M. Jean Cueté, dans la région de l'Ouest, qui sommait, qui mettait en garde, il le disait même, je vous mets en garde aux chauffeuries, je ne sais plus trop de quelle chauffeurie il s'agissait, le reportage m'échappe dans les détails, mais en tout cas, il disait, il précisait, je vous mets en garde, si vous ne votez pas le RDPC, voilà, en fait, ça ressemble à une sommation. Et au-delà de ça, il y a des bourses qui ont été accordées aux étudiants. On a eu la même chose à l'extrême nord. Cette manipulation électorale, cet achat de conscience cumulé avec justement les autres fraudes qu'on observe le jour de l'élection sont les éléments qui conduisent souvent les partis d'opposition à contester les élections et donc à aboutir à ces violences qui créent la présence militaire. Donc d'une certaine façon, quand on étudie bien la réaction en chaîne de cet élément, on se rend compte que voilà, l'État a une grande responsabilité. Je vais terminer en revenant un peu sur l'élément du livre. Vous avez dit que le livre est conforme à la situation sociale d'un pays, c'est vrai, mais c'est vrai en partie aussi, parce que parfois le livre, c'est par l'éducation qu'on manipule un peuple. Parfois le livre... On passe par le livre? Oui, le livre c'est le levier de l'éducation. C'est à partir du livre qu'un enfant qui n'a encore rien appris est façonné, c'est à partir du livre qu'on lui enseigne ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui est X, ce qui est Y. Le livre peut s'avérer la plus redoutable machine à tuer qui ait jamais existé, la plus redoutable machine de dépravation. Lorsque nous avons été colonisés, au départ, nous ne parlions pas français, nous n'avions pas des paradigmes occidentaux, on les a intégrés en contradiction totale avec le contexte social qui était le nôtre. Et c'était un peu ce qui a voulu se passer avec le livre de 5e, parce que dans le sillage de l'UNESCO, les organismes internationaux ont du monde, notamment du tiers-monde, qu'ils appellent comme ça, comme l'Afrique, justement, insèrent progressivement ces éléments-là qui sont acceptés en Occident, mais qui ne le sont pas ici. Et c'est à cause de cette fausse politique gouvernementale que nous voulons vraiment un changement de que nous proposons au MRC. Voilà, Wilfried de Kanga. Quelque chose. Hein, oui, on arrive au terme. Par rapport au contexte nord-ouest-sud-ouest, bon, il est un peu décalé de la réalité parce qu'en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une sécession. La sécession a deux objectifs. Le premier objectif, c'est les enjeux pétrolifères et le second objectif, c'est politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont contre le système en place et mettent un rapport de force. Ce n'est pas un problème des opposants qui contestent les élections et autres. Il faut que ce soit clair. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils le disent dans leur déclaration. Pour ce qui est du livre, j'ai dit que... Oui, on arrive au terme. Oui, non. Il y a 2 jours de campagne demain. Qu'est-ce que vous avez au programme? Disons que nous venons d'avoir un meeting où il y a eu... C'est l'expression à la mode, hein? Méga giga terra. Oui. Allez-y. Bon, ça a l'air de vous amuser, mais nous avons, on a eu un méga giga meeting tout à l'heure. Il y a avec le secrétaire général du RDPC qui est venu et qui a fait une très grande mobilisation. Nous sommes également dans la stratégie de porte-à-porte en rencontrant des communautés. Donc, et demain, c'est des mobilisations. Nous avons toujours rencontré les communautés et il peut y avoir une surprise. On attend. Ok. Le candidat Keremouna, très clairement, demain, il y aura une surprise de notre côté. Je pense que demain sera une journée historique dans l'élection présidentielle de 2018. Le candidat Keremouna et d'autres
procéderons à une annonce spéciale et je veux ici, en sortant de cette émission, rassurer le peuple camerounais qu'il y aura bien une coalition à cette élection présidentielle. Des consignes précises seront données demain dans ce sens-là pour que nous puissions porter le candidat des forces progressistes à la tête du pays le 7 octobre. Le MRC maintenant, oui, fait comme ça. Dans le siège, en prélude au grand meeting que le MRC organise, au final qu'il organise samedi 6 octobre, j'organise à titre privé, c'est là où je serai, ici dans la ville de Douala, une conférence. Ce n'est pas une méga conférence, nous sommes plus sur les faits que sur le folklore. La politique n'est pas un concours de foule, il faut proposer à la population quelque chose de réel. Vous-même, vous êtes dans le folklore. Oui, allez-y, on arrive au terme, je vous en prie. J'organise donc de manière factuelle un meeting demain où je présenterai en détail, avec explication et données et l'appui, le programme politique du MRC à ceux qui veulent bien y assister. C'est à partir de 17h à l'hôtel Le Watt à Bessengué à Douala, et ce sera le prélude au grand événement, au meeting de samedi. Donc tout le monde y est invité, l'entrée est libre et gratuite. Hôtel Le Watt, 17h, Bessengué, Douala. Voilà, lundi pour le mot de la fin. Non, je n'ai pas de meeting à donner. Mais justement, juste la couverture médiatique à assurer demain. Voilà, avec ça c'est le agenda assez chargé. Il y a beaucoup de surprises demain qui sont annoncées. On sera attentif. Ça serait un peu comme l'avènement de la fumée blanche lorsqu'il s'agit merci cher monsieur. Merci cher monsieur d'être venu. Bonne soirée à vous. Merci d'avoir une fois de plus honoré de votre présence ce grand rendez-vous de l'information quotidienne. Rediffusion Equinox Soir, il sera minuit à Messeng Son Loulou et 23h GMT.